Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci de nous suivre pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau point sur l'actualité. On en sait un peu plus sur les altercations de dimanche et lundi dernier entre les FARDC et Ouazalendo dans la province du Sud Kivu. 7 morts et 20 blessés, dont une femme. C'est le bilan dressé par le comité local de sécurité de la ville d'Uvira. C'était lors de l'itinérance du maire intérimaire Kifara Kapenda Kiki, accompagné de quelques membres du comité local de sécurité. L'autorité urbaine a été tour à tour à l'hôpital militaire de garnison à Kimanga plutôt, et à l'hôpital général de référence d'Uvira. D'après les sources hospitalières, parmi les victimes figurent 5 éléments Ouazalendo tués lors des accrochages entre l'armée régulière et les Ouazalendo, dont ceux du groupe Okuruninga à Kalundu. L'après-midi de lundi dernier, on croit toujours les sources hospitalières, 3 blessés ont été transférés à Bujumbura. L'insécurité se porte bien à Kinshasa, la capitale. Au moins 6 maisons ont été visitées la nuit de ce mardi 25 novembre par des criminels armés. Ça s'est passé à 2h du matin au quartier Maviokele, commune de Kimbanseke. Ce gang, composé d'un individu en tenue de policiers et de civils masqués, a abattu un père de famille après avoir emporté 100 000 francs congolais trouvés dans sa maison. La femme de la victime, également menacée de mort, n'a dû son salut qu'au refus d'une partie du groupe. Les criminels l'ont même appelé par son nom en lui disant, avant de s'enfuir bien sûr, je cite, « Tu restes nourrir tes enfants », fin de citation. Contacté, le bourgmestre affirme ne pas être encore informé de la situation. Jean Ganga promet de revenir avec des précisions dans les prochaines heures. Le temps de parler justement avec le chef de quartier, a-t-il fait savoir. Et hormis le braquage, Kinshasa est aussi confronté, il faut le dire, à une vague d'accidents de circulation avec dégâts à la pluie ces derniers temps. Le dernier en date s'est produit lundi dernier sur la route de Matadi, au quartier Gramalik, près de la station Barré, commune de Ngaliema. Un véhicule, vous allez le voir, de marque Ben, destiné aux travaux de construction en cours sur ce tronçon, a fini sa course sur un camion stationné. Le bilan provisoire fait état de 6 personnes décédées sur le champ, tandis que plusieurs autres, dont les élèves revenant de l'école, blessés. Retour sur les faits dans ce récit signé Trésor Maudier. 6 morts sous le champ et plusieurs blessés, parmi eux 2 élèves revenant de l'école. C'est le bilan provisoire d'un grave accident de circulation lundi 24 novembre 2025. C'est sur la route des Matadi, entre Grand Malik et la station Barré, dans la commune d'Engaliema. D'après les témoins, le drame a été provoqué par un véhicule belle chargé de gravier et d'autres matériaux destinés aux travaux sur ces tronçons. Dans sa descente de la pente, le véhicule aurait subi une panne sérieuse de frein, rendant impossible toute maîtrise par les conducteurs. Conséquence, il a terminé sa course dans un camion malaxeur stationné quelques mètres plus bas. Les victimes ont été retrouvées, certains sans vie, près des motos et d'autres débris écrasés sous la violence de l'impact. Ces graves accidents se produisent juste quelques jours après celui des Matadi Kibala. Ces événements remettent une fois de plus en lumière la nécessité d'un contrôle technique rigoureux des véhicules circulant dans la capitale Kinshasa, particulièrement ceux affectés aux travaux de construction. Et puisqu'on parle des routes, sachez que la commission chargée des expropriations liées au projet de rocade de Kinshasa a procédé ce mardi 25 novembre au paiement des indemnités de 105 personnes. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du secrétariat général aux ITP sous la direction de l'ingénieur Georges Kochi Guimeya, qui a salué
la patience des bénéficiaires. Regardez. Pour ce deuxième lot qui prévoyait 417 paiements, 105 viennent de toucher leur chèque des mains de la commission interministérielle ce mardi 25 novembre 2025, portant le nombre total des dossiers clôturés à 200 sur les 3442 recensés. Cet aboutissement heureux qui va permettre au projet d'avancer à la faveur de la libération complète des emprises est ici salué par le coordonnateur de la commission qui sollicite l'indulgence des personnes non encore payées. J'ai lu dans les réseaux sociaux que c'était du mensonge et qu'on les remenait en bateau. Vous avez tout suivi. Donc aujourd'hui aussi, en présence des journalistes et en présence bien entendu de toutes les personnes affectées qui sont arrivées aujourd'hui, vous avez la preuve vivante, n'est-ce pas, de l'effectivité du paiement des personnes affectées par le projet. Un des bénéficiaires qui doutait encore de la réalité du processus s'est présenté à la commission pour en vérifier la véracité. Il a changé d'avis et il prêche maintenant pour la chapelle de la commission. Moi j'aime discuter à base de preuves. Et maintenant que je viens de voir ce qui s'est fait ici, j'ai vu comment les gens sont en train d'être régularisés dans ce que nous attendons. Vraiment, je demande à tous ceux qui ne sont pas encore sur la liste de patienter pour les besoins, de dire encore qu'il faut s'éteindre là-dessus. Et ce que je vous dis, tenez bon que c'est ça la réalité. J'ai vu, j'ai vécu, et vous verrez dans certaines images qui vont sortir de la salle, je me retrouve là-bas. Notons que la satisfaction ainsi exprimée par les bénéficiaires renforce la confiance dans le processus, tandis que la commission invite les autres à la patience, assurant que chaque dossier sera traité avec rigueur et transparence. Et puis vous l'avez certainement appris sur nos antennes, le gouvernement provincial de Kinshasa a publié une note circulaire le 24 novembre dernier dans laquelle il annonce des mesures spécifiques de circulation pour les engins cyclomoteurs, en particulier les taxis-motos, dans les grandes artères de la capitale congolaise. Une décision qui n'est pas du tout la bienvenue chez les concernés. Ils estiment qu'ils ne sauront pas survivre au cas où ces mesures seront mises en application. Ils invitent pour ce faire les autorités provinciales à la revoir. Jean-Émile Senga et Gabriel Missidi les ont rencontrés pour vous. Les conducteurs de mototaxis dans la ville-province de Kinshasa sont inquiets. Ils ne sont pas d'accord avec la note circulaire portant mesures spécifiques de circulation des engins cyclomoteurs. Le mototaximène évoque le manque à gagner, surtout pour ceux qui fréquentent les communes de Kinshasa et de la Gombe. Limiter leur circulation, c'est-à-dire dans les grandes artères, c'est les contraindre à ne presque rien avoir pendant la journée. Conséquence, ils sont totalement contre cette décision jugée inhumaine. Certains demandent aux autorités provinciales de revoir cette décision. Dans les documents, les autorités de Kinshasa expliquent que cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un effort global pour réduire la sécurité routière, fluidifier le trafic sur les grandes artères et organiser le secteur du transport en commun. Celui qui marchera à l'encontre assortira une amende de 500 000 francs plus le frais de fourrière. C'est un véritable pari gagné par le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre du Commerce extérieur. Julien Paluku-Kalongi a lancé ce mardi 25 novembre à Kinshasa avec le concours de la diplomate britannique accréditée en RDC, le partenariat commercial Royaume-Uni, République démocratique du Congo. Désormais, 99% des produits Made in Congo
dans le cacao, le café et les épices seront exportés vers le Royaume-Uni sans paiement des droits de douane. Et la RDC va justement bénéficier d'un appui technique et financier du Centre du commerce international, de Trademark Africa et de British Standard Institute pour justement renforcer son intégration dans le commerce international. Reportage de Beth Comay. C'est un pari gagné par la République démocratique du Congo qui consolide davantage son intégration dans le commerce international. Le partenariat commercial Royaume-Uni-République démocratique du Congo, avec l'entrée des 99% de produits made in DRC, dont le cacao, les cafés et les épices sur le marché britannique sans paiement de droits de douane, a été lancé ce mardi 25 novembre 2025 à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluka-Olia et l'ambassadrice britannique en RDC Alison Kinga. Ce partenariat commercial qui repose sur 4 piliers, notamment la facilitation des échanges avec l'appui au portail d'information commerciale PIC et à la dématérialisation des opérations commerciales, le renforcement des capacités des producteurs, des petites et moyennes entreprises et du personnel des administrations publiques concernées, mais aussi la facilitation de l'accès aux marchés mondiaux en mettant l'accent sur le respect des qualités et des normes internationales, a été salué par le gouvernement congolais par l'entremise du ministre du Commerce extérieur. Alors, les Congolais constatent que le président de la République, Félix Tshisekedi, il est en train de bâtir un pays plus beau. Il a voulu ouvrir les Congos au monde. C'est comme nous allons commercer avec le Royaume-Uni, c'est de demander qu'il y ait une ligne aérienne directe Kinshasa-Londres avec British Airways. Et donc c'est un message que je lance aux opérateurs économiques congolais, que tous ces producteurs locaux qui se trouvent aussi bien à Kinshasa que dans les 26 provinces, qu'ils sachent désormais que des produits congolais vont désormais entrer sur les marchés britanniques sans paiement des frais de douane. Le Royaume-Uni, à travers ce régime de préférences, vient ainsi appuyer la RDC à consolider son intégration dans le commerce international, à faire attendre la diplomate britannique, tout en ajoutant que le commerce entre la RDC et le Rwanda doit être légitime et légal. C'est vraiment formidable de voir autant d'enthousiasme pour un commerce plus intégré entre nos deux pays. La RDC a le potentiel de devenir une force mondiale, pas uniquement dans le foot, mais aussi sur le marché des produits agricoles. Signalons que cet événement a marqué également le lancement d'un important programme d'aide au commerce congolais avec l'appui du Centre du commerce international CCI, de Trademark Africa et des British Standards Institute. On va poursuivre ce journal avec ce communiqué conjoint signé par l'autorité portuaire du Kenya et l'autorité fiscale du Kenya concernant les mesures visant à améliorer l'efficacité du port de Mombasa. Je vous laisse donc découvrir son contenu, naturellement rédigé en anglais, langue officielle du pays, et rendu en français par Papi Baboui. Communiqué conjoint entre l'autorité portuaire du Kenya et l'autorité fiscale du Kenya concernant les mesures visant à améliorer l'efficacité du port de Mombasa. L'autorité portuaire du Kenya et l'autorité fiscale du Kenya reconnaissant leur mandat commun de faciliter le commerce, d'assurer un dédouanement efficace des marchandises et de promouvoir la compétitivité du port de Mombasa et de corridors logistiques associés, ont signé aujourd'hui un communiqué conjoint visant à améliorer l'efficacité portuaire suite à la réunion présidée par le bureau exécutif du président Conseil des conseillers économiques au siège de la KEPA en présence des acteurs portuaires. Les domaines de collaboration et d'intervention immédiats convenus sont les suivants. 1. Transfert des conteneurs en transit. Tous les conteneurs en transit au port seront transférés vers des installations périphériques agréées par les douanes comme suit. Les conteneurs à destination de Mombasa seront transférés vers des entrepôts de groupage pour les dédouanements final. Les conteneurs à destination de Nairobi et d'autres destinations en province seront acheminés par voie ferrée jusqu'au terminal intermodal de Nairobi afin que les clients puissent effectuer les formalités de dédouanement. Les conteneurs à destination de l'Ouganda seront transférés au dépôt des conteneurs intérieurs de Naivasha
afin que les clients puissent effectuer les formalités de dédouanement. Afin d'encourager l'évacuation des marchandises containerisées, la KEPA et la KIRA exonéreront totalement les frais d'entreposage et de location accumulés pour les marchandises en long séjour, sur présentation d'une demande d'exonération par les clients concernés pour une période de 30 jours. Compte tenu du contexte actuel, les compagnies maritimes sont tenues d'annuler les frais de détention des conteneurs et les surestaries accumulés pour que cette opération soit couronnée de succès. Tous les frais portuaires primaires, les frais de fret ferroviaire, les frais de compagnie maritime et les taxes légales restent dus. 3. La KERA déterminera toutes les marchandises éligibles à la vente aux enchères et publiera la liste des envois afin que les importateurs puissent procéder au dédouanement. À défaut, les marchandises seront vendues aux enchères. 4. Les marchandises approuvées pour destruction seront transférées vers des sites de destruction agréés. 5. Toutes les marchandises soumises au régime SCT seront exemptées des procédures d'armement des scellés électroniques, sauf exclusion spécifique fondée sur une évaluation des risques. Il s'agit des envois pour lesquels les taxes applicables ont été acquittées auprès des différents États partenaires de la CAE. 6. Tous les navires effectuant des transbordements sont encouragés à faire escale au port de la MU afin de bénéficier de sa capacité accrue. À cette fin, la KERA facilitera l'utilisation des manifestes supplémentaires sans frais additionnels. 7. Afin de réduire le temps de rotation des camions, tous les conteneurs à destination de la CFC seront, une fois scannés, transférés vers la CFC respectif. L'analyse d'image de la cargaison et le message e-scan seront ensuite envoyés. De plus, la KERA effectuera un contrôle des risques pour les marchandises en transit. 8. Pour améliorer la fluidité du trafic au port, la KERA fournira des horaires de manœuvre. De même, la police portuaire, la KEPA et la KERA prendront des mesures pour garantir que les intersections soient dégagées de tout obstacle, qu'il s'agisse des camions ou de wagons. La KERA mettra immédiatement en place un système de géorépérage à la porte 24 afin de permettre la sortie des marchandises en transit. Toutes les marchandises munies de scellés électroniques pourront emprunter la porte 24 pour quitter le port, en plus des portes 18 et 20 déjà utilisées. 9. Afin de faciliter les opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au port, tous les intervenants en matière de fret harmoniseront leur horaire de travail et la gestion de leurs équipes pour assurer le traitement continu des expéditions. 10. Toutes les marchandises containerisées nationales destinées au dédouanement portuaire et non dédouanées dans le délai de stockage autorisé de 5 jours seront transférées vers des entrepôts de groupage. Les importateurs seront invités à désigner un CFC de leur choix. À défaut, l'autorité portuaire du Kenya affectera les expéditions à l'un des CFC situés à proximité du port. 11. Toutes les interventions sur les conteneurs effectuées par les autorités portuaires seront réalisées hors du port, conformément à la directive gouvernementale relative aux interventions multi-agences, et toutes les interventions devront être résolues dans un délai de 5 jours. 12. L'autorité fiscale du Kenya mettra en œuvre le traitement préalable à l'arrivée des marchandises. 13. À moyen terme, le gouvernement a mis en œuvre des mesures visant à harmoniser l'ensemble des politiques et des initiatives de numérisation des systèmes afin d'assurer une efficacité portuaire durable et de garantir que le port de Mombasa demeure le port de référence de la région. Dr Liliane Yamanda, commissaire général, autorité fiscale du Kenya. Et dans le reste de l'actualité, la tension est montée d'un cran ce mardi 25 novembre au stade des Martyrs et Tata Raphaël. Les agents du ministère des Sports et Loisirs chargés de l'administration et de l'entretien des infrastructures ont exprimé leur colère en réclamant le paiement de 13 années d'arriérés de primes, s'élevant à 60 000 francs congolais par mois. La manifestation a rapidement dégénéré. Vous le voyez en image, des pneus ont été brûlés. Les archives
administratives calcinées et les bureaux barricadés. Les agents ont démonté un poteau de but et emporté plusieurs licences des joueurs, paralysant temporairement le déroulement du match et suscitant frustration et ras-le-bol parmi les sportifs et supporters. Cet épisode révèle des profondes tensions entre le personnel administratif et les instances sportives. Il souligne également l'urgence de trouver une solution afin d'éviter de nouvelles perturbations dans le calendrier en ce qui concerne différents championnats. Quelques semaines seulement nous séparent de la tenue du congrès de l'UDPS Tshisekedi, prévu le 10 décembre prochain. En interne, le train est déjà en marche. Les préparatifs s'accélèrent. La commission spéciale chargée de la rédaction du statut a d'ailleurs lancé ce mardi les travaux de l'élaboration d'un nouveau texte à soumettre à l'autorité du parti. Et ça sera le 5 décembre prochain. Le compte rendu est signé à Techno. 10 jours seulement pour produire un travail costaud. Les membres de cette commission spéciale ont la lourde mission de proposer un statut qui doit mettre tout le monde d'accord au sein du parti. Et pour relever ce défi, il fallait commencer par trouver un compromis sur la marche à suivre. Il était question de définir un cahier de charges, mettre en place un règlement intérieur des travaux et voir dans quelle mesure on pourra procéder pour finir les travaux dans les 10 jours qui nous ont été effectivement donnés. Et il était question effectivement de recueillir les avis et considérations de tout le membre de la commission nommé par le secrétaire général de l'UDPS qui fait office du président AI de notre parti. Et donc vous avez vu que c'était dans une ambiance bon enfant, que tout le monde s'est exprimé de manière très démocratique. Les travaux ont commencé. Les travaux ont certes commencé, comme le dit le secrétaire de cette commission, mais la tâche est cependant énorme. C'est ce qui explique l'appel lancé par le coordonnateur Joseph Kassonga à un travail assidu. Travail complexe, oui, mais le moral est au point pour y parvenir. Quand l'UDPS est déterminé à refaire son unité, son organisation, le temps n'est plus un problème. Donc rassurez-vous que tous ces hommes et toutes ces femmes que vous avez vus, ici, on va dire dans cette commission spéciale, c'est des gens qui sont de bosseurs, ils connaissent le sens d'engagement et du sacrifice, et nous pensons que dans les 10 jours, un travail bien fait sera produit. Dès ce mercredi, c'est le travail proprement dit qui va démarrer, soit sur base de la monture que va proposer le bureau partant du statut travaillé en 2010, ou carrément ce que vont amener les membres de cette commission. On se quitte avec l'actualité sur le continent africain, au Nigeria précisément, avec l'enlèvement des enfants à l'école catholique Sainte-Marie vendredi dernier par des hommes armés. Plusieurs familles plongées dans une profonde tristesse. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme invite les autorités nigériennes à mettre fin à l'insécurité. Commentaire de Fifi Kuchipan. 5 jours après le kidnapping des enfants au Nigeria, plusieurs familles sont plongées dans une profonde tristesse. Chéchékoni avait été enlevé vendredi dernier à l'école catholique Sainte-Marie où des hommes armés ont fait irruption et pris en otage des élèves et des enseignants, environ 400 au total. 50 d'entre eux ont réussi à s'échapper alors que les autres sont encore entre les mains de leurs bourreaux. Et depuis, l'école n'est plus qu'un désert, aucun bruit d'enfants dans la cour, ni une présence d'élèves dans les salles de classe. Ce énième cas d'enlèvement vient confirmer l'insécurité qui a gagné du terrain dans ce pays le plus peuplé d'Afrique. Conscient de la gravité de la situation, le Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme invite les autorités nigériennes à mettre fin à ce fléau. Notez que depuis 2009, les autorités combattent une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays et dans le nord-ouest et au centre. Elles font face à des bandes criminelles lourdement armées qui intensifient leurs attaques criminelles et enlèvements pour obtenir des rançons. Selon les statistiques, entre 2022 et 2024, au moins 3600 à 7500 personnes auraient été kidnappées chaque année. Et c'est la fin de cette édition du journal à toutes et tous. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos antennes.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.